Bonjour et bienvenue à Électron Libre, 6e saison déjà. On ne sait plus à quelle émission on est. Merci de continuer à nous écouter déblatérer sur des sujets farfelus, des fois sérieux, des fois loufoques. Mes collègues sont toujours là avec moi. J'ai nommé Francis Côté ici à ma gauche et Mélanie Saint-Germain ici à ma droite. Des gens extraordinaires qui partagent ma passion pour le n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va continuer là-dedans. Hein? Il y a Mélanie qui va nous parler de comment faire une bonne impression. C'est quand même utile. Francis va nous parler de l'implication parent-enfant. Tandis que de mon côté, je vais vous faire l'histoire des casse-têtes, un passe-temps que j'ai adoré faire durant le confinement. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais avant, nos célèbres coups de cœur, coups de gueule, on va débuter ça avec Francis. Coup de cœur, je profite du fait que nous soyons à Saint-Stanislas pour parler de la route des Grandes Rivières. Donc, j'ai parlé à quelques personnes qui ont eu à fréquenter la route, soit en VTT, soit en motoneige. Ça part de Girardville. Ils ont eu un tracé qui longe des petites communautés jusque dans les Monts-Valin. Et vraiment, c'est un circuit extraordinaire qui a été réfléchi et très bien pensé. Donc, une belle réalisation qui met en valeur une communauté comme Saint-Stanislas et plusieurs petites communautés dans le nord du lac Saint-Jean. Wow, wow, wow! Moi aussi, un coup de cœur. Moi, c'est un coup de cœur à ce merveilleux projet dans lequel nous sommes en ce moment. Nous sommes dans l'église de Saint-Stanislas qui a été transformée, hein, qui a été désacralisée. On a un mur d'escalade, une bibliothèque, une épicerie communautaire, un petit restaurant. Wow! Quel beau projet rassembleur! Bravo à M. Biron et à son équipe pour avoir réalisé ce projet fantastique. Mélanie? Ben, sous une note moins sérieuse, hein, parce que mon coup de masse va à Pierre d'avoir volé mon coup de cœur. Mais sinon, non, c'est pas vrai. Je donne mon coup de cœur à moi, à vous, qui savez réutiliser vos vêtements à long terme pour éviter une surconsommation du vêtement. Ce matin, en m'en venant, j'ai déchiré ma chemise et je l'assume fièrement. Cette chemise-là, je la mets depuis que j'ai 17 ans. Croyez-le ou non. Oh mon Dieu, c'était 2 ans que tu le dis. J'ai eu 4 enfants. Hein? Oui, ben c'est comment? Oui, c'est ça. Non, mais moi aussi, regarde, j'ai eu un trou ici. C'est ça, c'est beau. Je l'ai réparé avec un vieux bas de mes enfants. C'est ça, sauf que ça m'aide pas à faire bonne impression, hein, qui est mon sujet, mais il faut arrêter de juger les gens qui ont des vêtements déchirés. Hein? Tu n'es C'est pas jamais grave. jugé par tes vêtements. Merci, Je te Pierre. jugeais quand même, je Je sais. t'assure. Je sais. Mélanie, comment on peut faire une bonne On commence avec impression, même avec des vêtements déchirés? Ben écoute, je vous ai sorti 6 astuces, OK, pour faire bonne impression. J'ai lu là-dessus un peu, puis il y a des choses qui reviennent. J'ai fait un petit condensé de tout ça. Faire impression, des trucs qui sont pas d'actualité, hein, par rapport à les nouvelles mesures de la nouvelle vie normale, mais quand même, ou pour une entrevue, pour une job, ou peu importe. Bref, on commence. Le contact visuel. Arriver devant quelqu'un et regarder le plancher, c'est pas toujours évident, des fois, de passer par-dessus le stress, passer par-dessus tout ça. Donc, pratiquer un contact visuel direct et naturel. Il faut éviter d'avoir le regard fuyant. Par contre, il faut éviter de... Ça peut devenir très malaisant de fixer quelqu'un tout le temps en n'étant pas naturel dans les yeux. Hein? Ça peut être un peu dominant. Et bref, faut pas... On voit le malaise que ça cause quand même. Mon regard si intense envers Pierre, vous voyez, ça met pas le monde à l'aise. Bref, il faut avoir un contact visuel qui est naturel. On change de regard, on regarde ailleurs en revenant vers l'interlocuteur à lequel on parle et on s'adresse. Bref, si on connaît la personne, ça peut être plus accentué parce que la personne le sait des fois qu'on fait exprès pour vouloir mettre mal à l'aise, mais sinon, on change, on fait attention, on reste naturel. Imaginez-vous tout le temps en train de parler avec quelqu'un que vous connaissez, mais sans tomber dans le langage familier. Hein? Il faut savoir à qui on s'adresse et mettre ça en avant-plan. Donc, voilà, donc sourire avec confiance. Mettons, c'est ça, regardez. Ici, on a quelque chose de ce qu'il ne faut pas faire. Je pensais pas avoir quelqu'un pour montrer ce qu'il fallait faire ou pas faire. C'est merveilleux. Le sourire qui respire le plus confiance. Francis, je sens que tu es confiant. Toujours. 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 Comment tu peux... C'est quoi le sourire de confiance, selon toi? Un sourire de confiance, c'est simplement un sourire naturel. Je veux dire, essayer de transparaître ou de faire paraître quelque chose, c'est une erreur. Fait que... Exactement. Voilà. Exactement. C'est le fun, d'avoir ça. Donc, le visage détendu, un léger sourire, pas trop dedans, mais pas non plus un... Puis on revient, tu sais, le petit sourire de...
forcé. Essayez pas de sourire de manière forcée, soyez naturel. Même si vous êtes nerveux, ramenez-vous à dire « ça va bien aller, on fait du renforcement positif, j'ai confiance en moi », on sourit pas trop et on avance vers la personne. La fameuse poignée de main. Hein? Interdite maintenant. Si un jour ça revient, sachez, ça revient. Hein? J'ai dit ça revient. Ouais, c'est ça. Si un jour ça revient, si tout ça revient à la normale, il ne faut pas y aller trop mou, il ne faut pas y aller trop dur, il faut y aller avec une poignée de main ferme, confiante, et il ne faut pas non plus vouloir arracher la main de l'autre en disant « Mon Dieu, que je suis solide! Hein? » Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus mais dans que... la poignée de main, est-ce que je me trompe? Mais en donnant la poignée de main, c'est là que le contact visuel est le plus exactement. probant. Parce que c'est la première, oui, c'est une ouverture à soi aussi. Bonjour, je vous salue. On regarde dans les yeux. Si on regarde à terre, c'est pas très, très confiant. Donc, si un jour, la poignée de main, j'ai bien de la misère avec cette phrase-là, la poignée de main revient, ça ne reviendra pas. La manière, je le dis, c'est mieux de pas revenir. Donc, allez-y d'une manière pas dominante, ferme, sûre de vous, en regardant dans les yeux naturellement, le sourire, tous des éléments qui vont bien ensemble, tout ça. Là, la prochaine, j'ai une petite... En tout cas, sentez-vous grand. Francis, toi, t'as pas trop de misère. Ouais, c'est facile pour toi quand même de te sentir grand. Moi, j'ai quand même confiance en moi. Mais est-ce que ça veut pas plutôt dire, sois fier de ce que tu es, assume tes qualités et aussi tes faiblesses? Exactement. Ouais. Moi, si j'arrive à une entrevue, c'est Francis. Je suis beaucoup plus petite que Francis. Hein? Bon. Donc, c'est sûr que si je... Oh! Il est intimidant, il m'intimide, OK, on baisse les épaules, on n'est pas trop, on regarde pas à terre, on donne la main comme ça. Levez les épaules, regardez en l'air, pas trop le menton levé quand même, tu faites pas le coq, là. Hein, hey, toi, là, tu m'écœureras pas, faites pas ça, ça marche pas. Mais ayez confiance en vous, ayez une posture, faites attention à ça, là, aux épaules par en dedans. Ayez une posture, sentez-vous grand, je pense que c'est ça. Grande respiration, on respire, on a confiance en nous, on se ramène à se dire pourquoi on veut ce travail-là, pourquoi on veut rencontrer cette personne-là pour qu'on est bien. Et on avance vers la personne. Et donner le truc des talons hauts. Non, là, mesdames, s'il vous plaît, on n'est plus à cette époque-là. Là. C'est terminé, les talons. Mettez-les si vous voulez vous sentir coquette. Vous aussi, messieurs, mettez les talons hauts si vous voulez vous sentir coquette. Ben oui, pourquoi pas. Donc, levez les épaules, souriez, donnez la main, regardez dans les yeux, ça va bien aller. Ils disent, bon, le ton de voix. Attention, la nervosité, des fois, ça fait aller dans les aigus. Ça fait... C'est ça. Je voulais avoir un exemple, je suis contente d'en donner un. Ils disent de choisir les graves. Bon. La voix qui impose sans écraser. Tu sais, une voix... Bon, faites attention de bien faire un avant d'y aller. Bien, bon, c'est ça. Hein? Avant de commencer à parler, il n'y a rien de pire qu'un petit moton qui passe au moment où on commence à parler. C'est gênant. C'est tannant. On n'aime pas ça. Donc, dérumez-vous bien comme il faut avant d'aller voir la personne. Ôtez les épaules. Avancez, regardez dans les yeux. Une voix assurée. Une voix grave. Pas trop aiguë. Hein? Les accents toniques plus en l'air, on n'en veut pas trop chanter. Là. Allô, moi, je m'appelle Mélanie. Hein? Je vais vous rencontrer aujourd'hui. C'est tannant. Ça gosse. Moi, pour les femmes, je dis surtout, utilisez la voix de vagin. Bon, les gars, vous pouvez aussi avoir une petite voix de vagin si vous voulez. Laissez faire le thorax ici, là, allez plus vers le diaphragme, plus vers le ventre. La voix de vagin un peu plus bas, pas trop non plus parce que ça peut devenir tannant et malaisant, mais essayez de y aller dans des tons beaucoup plus... Faites attention à ne pas varier votre voix, c'est surtout ça. Sinon... 30 secondes? 30 secondes, le débit. Le débit, je pense que je vais finir là-dessus. Parlez doucement, soyez... ayez une voix assurée et essayez de respirer. Voilà. Bien respirer entre vos phrases. Ayez confiance en vous et faites attention de vous demander à savoir si c'est compréhensible ce que vous dites par rapport au débit où vous le dites. Souvent, le débit, c'est un des problèmes. Mais ça me fait plaisir. Merci, Mélanie. Si je ne te connaissais pas depuis longtemps, tu m'aurais vraiment fait une bonne impression. Je suis contente. Ouais. Hey, moi, durant la pandémie, je me suis mis à faire des casse-têtes. J'ai toujours méprisé les casse-têtes et regardé de l'eau en faisant un casse-tête. Tu méprisais le casse-tête? Ah oui, vraiment. Je suis honnête là-dedans. Et là, on s'est mis à en faire avec les enfants.
Puis là, le casse-tête, 8 morceaux, je le trouvais vraiment trop facile. Fait qu'on s'est mis à monter le niveau de difficulté. Et j'adore ça. On en fait vraiment beaucoup. C'est vraiment un beau plaisir. Je me disais, comment c'est né? D'où ça vient, les casse-têtes? Hein? Premièrement, qu'est-ce qu'un casse-tête? On appelle casse-tête une forme de jeu intellectuel en solitaire nécessitant une réflexion logique suivie d'une action manuelle. Donc, on réfléchit. C'est que c'est complexe, dit comme ça. C'est assez complexe. Le plus vieux casse-tête du monde, ça date de quand? Je sais pas, j'oserais... Il est attribué... L'impression. Hein? Avec l'impression. Avec l'impression, toi, tu dis, quelle erreur de débutante. Non, il est attribué à Archimède, donc 287-212 avant Jésus-Christ. C'est conçu de 14 morceaux plats de forme géométrique taillés à partir d'un carré qui peuvent être utilisés pour créer d'autres polygones ou formes plus ou moins figuratifs. Mais c'était pas évident, c'était difficile. Puis d'ailleurs, on a réalisé que la boîte d'Archimède, donc ce premier casse-tête, il y avait 17 152 combinaisons possibles. Donc, il y aurait du fun à avoir. Là. On est loin du Rubik's Cube, hein, où il y a juste une vérité. C'est parce que j'avais le casse-tête plat en tête, mais c'est vrai qu'il y a plein de sortes de casse-tête. Non, mais ça, tu parles du puzzle. Ouais, on va y revenir. Le puzzle fait partie des casse-têtes, mais c'est pas nécessairement... Tu m'as berné. C'est ça. Ouais. Après ça, on va parler du tangram, qui est venu de Chine au 18e siècle et qui arrive en Europe à partir du 19e, hein, et qui se popularise assez bien. C'est conçu de 7 pièces, 5 triangles, un carré, un parallélogramme, mais le principe est un peu le même que la boîte d'Archimède, donc on va créer des formes. La légende raconte que c'est un empereur chinois nommé Tan qui aura fait tomber un carreau de faïence qui s'est brisé en 7 morceaux, puis on a essayé de le remettre ensemble, et qu'en le faisant ça, on a réalisé qu'on pouvait faire des formes multiples. Donc, c'est intéressant. Mais les casse-têtes ont vraiment pris leur essor au 20e siècle, hein, avec le professeur Hoffman, qui a publié un truc qui s'appelle Puzzle, Old and News, en 1893 à Londres, où on fait le catalogue là, des différents casse-têtes disponibles. Quand on va parler de puzzle, hein, là, ça, c'est un jeu de patience composé d'un grand nombre de fragments découpés qu'il faut rassembler pour reproduire un sujet complet. Donc, à l'origine, le puzzle a été inventé comme outil pédagogique. Ça m'intéresse, c'est de la pédagogie. On parle de John Spilsbury qui voulait enseigner la géographie et qui avait tout démonté une carte du monde. Mais il n'y avait pas encore les petits trous, c'était juste des carrés qu'on mettait, il fallait reformuler, donc recréer tout ça. Et vous avez entendu le terme jigsaw puzzle qui existe? Ouais. Le jigsaw, c'était la scie pour couper les morceaux. C'est pour ça qu'on s'est mis à appeler ça comme ça. Début du 20e siècle, là, c'est à ce moment-là que là, c'est plus juste des carrés, que là, on va mettre les petits embranchements qu'il faut rentrer un dans l'autre, comme les casse-têtes qu'on connaît aujourd'hui. Et à partir des années 30, les techniques de production vont évoluer, se mécaniser, et ça amène un baisse de coût de production, donc on peut en retrouver dans toutes les familles. Et ce qui est important, c'est que ce qui est le niveau de la difficulté, c'est pas le sujet, malgré qu'il y a des sujets peut-être plus difficiles que d'autres, mais la subtilité de la découpe qui définit la difficulté d'un puzzle. Hein? Les puzzles, il y en a des 4, 5, 6 morceaux pour les enfants, puis on a compté des plus difficiles. Le plus gros puzzle au monde, c'est 48 000 pièces. Il fait 7,68 mètres par 2,4 mètres, qui s'appelle Travel Around the World. Bon. Ouais, moi, je me trouvais hot avec mon 5000 morceaux de Jackson Pollock. Mais bon, pour ceux qui ne comprennent pas, vous irez voir qu'est-ce que faisait Jackson Pollock comme peinture, puis vous imaginerez ça en casse-tête. Il y a aussi maintenant les puzzles 3D, mais certains, ressemblent plus à des Lego qu'à des réels puzzles. Et ça m'amène à un puzzle particulier pour terminer, un puzzle que tout le monde connaît bien, le Rubik's Cube. Ça aussi, c'est un puzzle. C'est en 1974 que Erno Rubik, un prof d'architecture hongrois. Vous disiez, hein, j'en entends souvent, les Hongrois, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'humanité? Le cube Rubik. Non, mais c'est vrai. Lui, c'était passionné de casse-tête, puis là, il a commencé à monter ça, à créer ça. Lui-même a passé des centaines d'heures à essayer de résoudre sa propre invention, puis il est arrivé après quelques mois de recherche. Et là, lui était persuadé qu'on pouvait trouver une méthode. Hein? Fait qu'il a découvert quelques séquences de mouvements qu'on appellerait aujourd'hui des algorithmes, hein, et qui a fini par établir une méthode de résolution basée sur ses propres formules. Aujourd'hui, c'était démontré mathématiquement que 20 mouvements suffisent pour résoudre n'importe quel cube. Mais il n'y a aucun ordinateur qui est capable de prévoir cet algorithme-là. C'est vraiment quelque chose qui est mécanique. Depuis 30 ans, il y a des milliers de concours qui sont à travers le monde pour résoudre le Rubik's Cube.
Le record du monde appartient à un Chinois, Yu Shendu, qui a réalisé le cube Rubik en 3,47 secondes. Ouais. Et j'aimerais terminer avec une phrase de M. Rubik. Les problèmes d'un casse-tête sont très proches des problèmes de la vie. Nous passons notre vie à résoudre des casse-têtes si seulement la vie était aussi simple que le cube Rubik. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, fait que c'est ça, j'espère que ça va vous donner le goût. Essayez-le, achetez-en un, essayez-le en famille, on te met toute la gang, là, c'est extraordinaire. Maintenant, en parlant de famille et de s'impliquer à faire des jeux avec les enfants, Francis veut nous parler de l'implication parent-enfant, mais quel addon fantastique! Ben oui, l'implication parentale. Donc, si je commence du ministère de l'Éducation jusqu'à vos maisons, le ministère de l'Éducation a sur papier des buts ministériels qui est envoyé dans les centres de services. Les centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, ont des planifications stratégiques, c'est-à-dire que le plan d'engagement vers la réussite, c'est réfléchi avec des membres du personnel, de l'éducation et aussi des parents qui peuvent s'impliquer là-dessus. C'est géré par un conseil d'administration qui va avoir dans un centre de service 5 membres du personnel, 5 membres de la communauté et 5 parents issus de conseils d'établissement. Mais qu'est-ce que le conseil d'établissement? C'est dans chacune des écoles institutionnelles, un regroupement de parents et de membres du personnel en parité, majoritairement parents s'il y a des absents pour avoir quorum, qui vont réfléchir sur les choix d'une école, le budget, les projets éducatifs, le plan d'action et tout ce qui est mis en place en lien avec le PEVR et les buts ministériels. Bla, 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 bla. Pourquoi c'est important que les parents s'impliquent? On a besoin du point de vue des parents dans l'organisation des services, d'avoir le point de vue des parents dans leur vécu. Maintenant, concrètement, quel impact ça peut avoir? Oui. Est-ce qu'on veut l'avoir, là, mais est-ce qu'on veut vraiment l'avoir dans le sens est-ce qu'on l'écoute ou on est déjà un peu dans nos certitudes? Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Là. Malheureusement, ça reste que c'est une structure qui bouge pas beaucoup. On s'entend que l'éducation, c'est très normé, c'est géré à coup de conférences de presse, c'est de réactions après coup bien souvent. Donc, les décisions sont assez cannées. Les gens ont à se prononcer quand même. Et lors du dernier projet de loi 56 qui a été mis sur papier, on a tenté de donner un peu plus de pouvoir aux parents. Et c'est très bien de l'avoir fait parce que c'est une voie à écouter qui va nous amener à un angle différent. Effectivement, souvent, on a déjà pensé à nos affaires, on sait où on s'en va, mais ça fait du bien de se faire déstabiliser par des questions. Maintenant que le parent s'implique dans le conseil d'établissement et en passant une assemblée générale de parents au début de l'année qu'on invite à venir nous voir, on ne se mentira pas aujourd'hui. J'ai 600 élèves, je touche quoi? 350 familles peut-être. J'en ai 12 dans la salle au début de l'année. Il n'y a pas beaucoup. Puis les gens ont encore l'ancienne conception que si tu vas dans l'assemblée générale de ton école au début de l'année, tu vas être pris sur un comité que tu ne veux pas. Ce qui est faux. Il y a toujours dans ta gang un certain nombre de parents qui, eux, voudront le faire. J'aime beaucoup avoir des nouvelles personnes aussi. Des fois, il y a des conseils d'établissement qui fonctionnent depuis 5 ans avec les mêmes parents. C'est génial, ça va rondement, ils connaissent la machine. Une fois de temps en temps, quand il y en a qui quittent, puis qui arrivent, puis qui ne nous comprennent pas, puis de quoi vous parlez, puis expliquez-moi telle affaire, puis pourquoi on fait ça, ça fait du bien. Ça brise le paradigme. Ça brise le paradigme et ça nous sort de nos vieilles habitudes et nos décisions cannées pour se remettre en question, éviter le jambon coupé des 2 bouts, qui est l'histoire qu'on fait toujours de la même manière. Et une fois de temps en temps, il faut se demander pourquoi on le fait et les parents ont un rôle important là-dedans. Maintenant qu'on a cette implication-là dans les maisons, vous le vivez présentement, vous êtes des parents qui devaient être confrontés avec l'enseignement à distance. L'enseignement à distance. On pourrait t'en parler longtemps. Ouais, Effectivement, ça a été expérimenté beaucoup dans la pandémie. C'est un tournant historique qui a été nécessaire. Là, le ministère a décidé d'équiper l'ensemble des écoles du secondaire, tous les élèves un ordinateur. Et après les fêtes, début janvier, l'achat de tous les ordinateurs nécessaires pour l'ensemble du primaire. Maintenant, le virage technologique, ça va demander une implication des parents. Ça va demander, et comment vous l'avez vécu peut-être comme ça, vous autres, comme parents, avec les enfants qui se branchent à l'école, comment vous avez vécu l'expérience, vous autres?
Se brancher à l'école puis faire les cours en ligne, c'est pas ça le pire. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on nous a un peu déchargé beaucoup de choses. Puis quand tu travailles les deux, puis tu travailles à la maison en plus, puis tu as les enfants, ça en fait beaucoup. Ce qui fait qu'on est presque pas capable de travailler dans la journée. Fait qu'on finit de travailler à 10 heures le soir. Fait que ça, c'est pas très cool. Puis quelque chose qui manque, moi, avec l'informatisation, c'est aussi toute l'explication du fonctionnement et aussi des dangers et des dérives, hein? Des enfants qui, à un moment donné, sont laissés à eux-mêmes et puis là, peuvent discuter sur le web et ne comprennent pas nécessairement la portée des mots, des choses comme ça, qu'à l'écrit, ça reste. Il y a une éducation, selon moi, à faire, puis qui n'est pas nécessairement pris en main par les écoles. Désolé. Parfait. Non, je comprends. Le commentaire, je l'avais entendu. Ben moi, je suis allée un petit peu ailleurs pour pas dire la même chose parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 enfants au secondaire. C'est pas la même chose. Ma fille est en secondaire 2, mon fils est en secondaire 5. Je vais y aller, en tout cas, plus brièvement. C'est dur de voir son enfant, de devoir botter les fesses à son enfant pour dire « Ouvre tes rideaux, fais ton lit, habille-toi, mange tes céréales. » Moi, mes mamans, tu sais, c'est tellement déstabilisant pour eux, puis c'est tellement confortant d'être à la maison, puis je trouve que ça enlève tellement une énergie de vouloir apprendre. L'école est un agent de socialisation extraordinaire. C'est ça. Puis là, parce que, oui, ils apprennent des choses, mais quand je parle d'agent de socialisation, c'est que c'est pour la première fois au primaire, on leur apprend à vivre en société, puis parce là, que l'école en est une. Puis là, j'ai l'impression qu'on leur apprend à se détacher de ce besoin-là d'apprendre. Puis moi, ça me... Vous voyez, ça met vraiment tout à l'envers. J'ai de la misère encore à mettre des mots là-dessus. Parce que de répéter, puis c'est pas le cas de tous les enfants. Moi, j'ai des bons enfants, je suis chanceuse, j'ai des beaux enfants. Ils veulent apprendre, sont beaux, sont motivés. Ils n'ont aucun problème d'apprentissage, les deux. Ma fille, c'est une intello. Mon fils veut être ambulancier. Mais mon Dieu, que ça les part mal dans le monde des grands, je trouve. Puis je pense qu'on manque d'outils, puis on est encore, tout le monde est encore... Qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Fait qu'on est dans l'adaptation, puis... Mais c'est normal aussi parce que... Puis je suis chanceuse parce que mes enfants veulent s'adapter. Il y en a pour qui ça doit être tellement dur. Effectivement. Et ce que vous donnez comme vos réalités, c'est des réalités d'un paquet de parents différents. Ceux qui sont en télétravail, qui ont peu d'appareils, qui doivent consacrer du temps. Et les parents qui sont impliqués émotivement, ça vient te chercher émotivement. Mais j'ai peur pour mes enfants, puis les enfants, puis j'ai peur. J'ai peur. Et tu as peur d'être contre-productive, de ne pas être aidante. Puis moi, je travaille à la maison, je suis avec eux. Et tout le temps. Je suis chanceuse. On embarque avec ça des problèmes de comportement et d'apprentissage. Tu l'as mentionné, je suis dans la même situation, je suis un chanceux. Puis on est privilégié, on a des sous, on a un job. C'est ça, Fait que là, je pense à ceux qui sont en milieu défavorisé, comme dans mon secteur, avec des milieux défavorisés. Mets tout ça ensemble, la job de parent, il faut que ça reste une job de parent impliquée, au courant. Je pense qu'effectivement, ça a été fait rapidement, où on a dit, on vous décharge, on a dû s'adapter rapidement, mais il va falloir ramener ça en disant, OK, c'est possible de se faire, ça peut encore se reproduire pour d'autres raisons. Maintenant, il va falloir camper le rôle des parents et s'assurer que ça demeure un rôle positif. Il ne faudrait pas que dans 20 ans, on dise la génération COVID qui a de la misère dans la vie là, à cause de ça. Il ne faudrait pas que ça arrive. Moi, ce qui me fait peur aussi, dites-moi si je me trompe, c'est d'entendre des enfants. Mon chum enseigne en secondaire 1 en ligne, je les entends. Là. Je les entends, il est chez moi. Puis j'entends des « Mais c'est pas grave, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, l'école va arrêter pareil. Mais oui, mais regarde, on s'en fout. Mais on n'a pas besoin d'apprendre. » Ça fait peur. Oui. On a quand même je te ramène ça. Oui. Mon Dieu. Je te rappe ça en 20 secondes. Le message à retenir, comme parents, impliquez-vous, soyez au courant. Et effectivement, ça peut venir nous chercher, ça peut nous impliquer émotivement là-dedans. Prenons un pas de recul, impliquons-nous au niveau des apprentissages et surtout en montrant aux enfants qu'on est intéressé à ce qui se passe dans leur vie au niveau des apprentissages, au niveau social. Votre job va être fait, là. Fait que sentez-vous pas trop coupable, mais impliquez-vous. Merci. Super, merci France. Je finis rapidement avec mon top 10, de toute façon, qui ne sert pas à grand-chose à part de vous faire rire. C'est un top 10 de trucs dégueux qu'on retrouve tous les jours. Les meubles en bois puis les parquets de bois, là. Hein? Tu sais, quand on aime ça, qu'ils soient beaux puis qu'ils soient tout lustrés puis qu'on le fait mettre de cirage, ça, c'est extrêmement toxique. Hein? Ça peut affecter les yeux, les voies respiratoires. Ça s'appelle de l'urée formaldéhyde. Bon. Des microplastiques dans les poissons et les fruits de mer. On en met tellement dans l'océan que c'est démontré qu'on en mange tout le temps quand on mange du poisson, des fruits de mer. Du bon plastique, c'est bon. Du glyphosate du Roundup
dans les tampons. Oui, dans les tampons. Vivacop. Oui. Dans 100% des cotons de gaz stériles aussi, il y a du glyphosate. Donc, on peut se poser la question, hein? Le papier d'aluminium. Hey, va me faire des légumes dans une papillote de légumes. Quelle mauvaise idée. Non, mais en fait, quand on fait brûler le papier d'aluminium, ça libère des particules métalliques toxiques qui peuvent affecter votre cerveau. Et si on ajoute du jus de citron dans notre papillote, on double les effets. C'est vrai? Oui. La charcuterie et les nitrates, hein? Tu sais, vous savez pas si vous savez, là, mais mettons que vous faites un smoke meat maison, là, il sera pas rose. Puis pourquoi? Parce que c'est les nitrates là-dedans. C'est un truc hyper cancérigène, hein, qu'on trouve dans les charcuteries. C'est ça qui leur donne une couleur rose, qui est fait maturer plus vite et conserver plus longtemps. C'est des agents de conservation. Ça aussi, c'est dégueulasse. Oui. Les rideaux de douche et les tapis en vinyle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On trouve des phtalates qui peuvent être dangereux pour le cerveau et le système reproducteur. Rideaux de douche? Les rideaux de douche et les tapis, tout ce qui est le vinyle. Là. Il y a des pesticides dans à peu près tout. Fruits, légumes, viande, poisson. Donc, mangez bio. Non, mais c'est ça, lavez vos affaires. Écoute, c'est ça. Tu sais, quand on était jeune, on disait « mange la pleure de ta pomme, c'est ça qui a le plus de... » Non, mais non, c'est là qu'il y a le plus aussi de marbre. Les canapés et les fauteuils, hein? Tous ceux qui ont des tissus inifugés qui les rend ininflammables, là, ça, c'est hyper toxique et ça a démontré que ça débalance le système hormonal puis ça peut causer des cas d'hyperactivité et d'autisme. Démontré par la science. Bon, il y en a qui s'en foutent de la science. Et finalement, mon préféré, mais c'est un problème réglé, mon dernier, c'est qu'avant, hein, tous ceux qui consommaient de la drogue, t'es obligé de l'acheter dans la rue ou à quelqu'un. Et là, on retrouvait plein d'affaires, de la cendre, des bouts de pneus, etc. Bon, on a réglé ça. Et ça, c'est un problème qui date pas d'hier. Hein. Le thé Earl Grey. À l'époque, les Britanniques tripaient sur le thé et la compagnie Earl Grey faisait venir des thés de Chine qui étaient super chers et les coupait avec de la cendre de poêle et tout ça. Mais là, on parle de l'Earl Grey aujourd'hui, c'est plus ça. Mais à une autre époque, c'était vraiment une arnaque. Comme on coupait le thé, comme on coupait le hache ou le pot. Puis ça a l'air que fumer des bouts de pneus, c'est pas bon pour la santé. Non. Hey, là-dessus, merci les amis. Merci à vous de nous écouter, même si on dit beaucoup d'inepties. On vous aime. À la semaine prochaine. Bye bye.